Oui, j'avais prévu toute une discussion, mais peut-être on peut l'avoir comme ça sera beaucoup plus... Non, j'avais prévu une discussion entre les focus group et la méthode d'intervention sociologique, mais j'en ai déjà dit 2 mots, hein, ça n'a rien à voir, si ce n'est que ça peut apparaître la même chose, mais c'est tout à fait différent. Bon, voilà. Alors, on va passer aux questions. Ça sera beaucoup plus... Mélissa. Moi, j'ai peut-être une question. Est-ce qu'un groupe focus pourrait tendre justement vers une méthode d'intervention sociologique s'il y a un moyen d'arrimer les deux, par exemple? Parce que faire une intervention sociologique comme vous, ça prend beaucoup de moyens, c'est un long processus. Oui. Mais est-ce qu'il y a moyen d'adapter des groupes focus à certaines façons de faire qu'on retrouve dans la méthode d'intervention sociologique? Alors, pour l'instant, si vous avez un petit peu la littérature des focus group en tête, c'est du marketing ou de l'usabilité. Hein, c'est fait pour ça, point final. De tous les focus group qu'on connaît. C'est-à-dire, on réunit des consommateurs pour savoir quelle image le produit, à quelle image le produit conduit. Et s'il faut réformer tel truc. C'est vraiment un but purement marketing. Et les focus group, c'est une réunion. Bien. L'acteur, disons, l'acteur social, on s'en fiche. Dans les focus group, c'est le consommateur. C'est pas l'acteur. Nous, c'est pas le consommateur qui nous intéresse. C'est qu'est-ce que fait l'acteur social avec ça. Hein. Bon, ça c'est le premier. Et ensuite, il y a eu tout un pan sur la façon, je vais le dire en français, la façon d'utiliser certains appareils ou certaines données. Alors, ça a commencé avec les ergonomes, mais ça continue avec les sociologues, mais dans un but aussi très empirique. Est-ce que le bouton est bien placé au bon endroit? Est-ce que ça produit de la confusion? Est-ce que ça produit de l'angoisse? Etc. Mais c'est toujours dans des termes très pratico-pratiques. Et c'est pas du tout au niveau des logiques d'action, etc. On ne demande pas au consommateur ou à l'usager de réfléchir sur son insertion sociale, sur sa pratique, sur son expérience. On demande uniquement on lui demande rien du tout du reste. On lui demande utilisez le truc, on vous observe. Utilisez le truc, on vous observe. C'est-à-dire c'est filmé, etc. Oui. Alors, est-ce qu'on pourrait passer de l'un à l'autre? Pour moi, non. Parce que le point de départ est totalement distinct. Peut-être derrière votre question, il y a cette idée, c'est bien l'intervention sociologique, mais ça demande beaucoup de temps, beaucoup de moyens, il faut être plusieurs. Est-ce que ce serait possible de faire des interventions sociologiques soft? Et c'est une question qui m'a très souvent été posée, hein, en particulier par les étudiants. C'est bien votre truc, je pourrais faire ma thèse là-dessus. Finalement, moi, une personne, est-ce que je peux faire une intervention sociologique qui ne coûte pas trop cher, hein, en gros? Alors, eh bien, je vais vous répondre très, très... Malheureusement, je vais vous répondre très catégoriquement non. Non, parce que pour des buts que j'ai déjà définis tout à l'heure, de vérification, hein, de tous les travers. Lorsque vous avez un groupe en face de vous, il y a tous les travers d'une dynamique de groupe qui se pose. Vous allez réunir... Ah, je ne l'ai pas dit ça. Au début, les interventions sociologiques, c'était quasiment 15 réunions. Hein? C'était énorme, c'était sur un an. C'était un gros machin. Moi, j'ai fait des interventions sociologiques à 8 réunions. Pourquoi? Parce qu'il y a toutes les premières réunions avec les interlocuteurs, ça saute. Donc, je fais 3 réunions de témoignages, en gros, 3 réunions. Les témoignages continuent, en gros, pendant encore 2 réunions. Mais dès la 4e réunion, on est déjà dans l'analyse. L'analyse. Et puis, les 2 dernières réunions, c'est la présentation des hypothèses des sociologues. Et en gros, il y a une réunion 6 mois après de restitution pour savoir... Bien. Mais quand même, ça prend tout ce temps. Hein, ça prend tout ce temps. Et peut-être la grande difficulté, c'est qu'il faut vraiment plusieurs groupes d'intervention. Il en faut 4, je pense. En dessous de 4, on ne peut pas vérifier. Hein. On prend trop de risques qu'il y ait des phénomènes
régionaux quoi, qui se passent, et puis, ou liés aux sociologues. Donc ce sont toujours des équipes. Des équipes de sociologues. L'idéal, c'est d'avoir 6 groupes avec 4 sociologues. Et les sociologues ne travaillent pas toujours ensemble les mêmes. Puisque, là aussi, je n'ai pas parlé, mais il y a tout le travail avec les groupes, et il y a le travail ensuite de l'équipe de sociologues, où nous parlons de ce qui est apparu, etc. On a de longues séances de restitution, et avec des thèmes qui apparaissent dans notre conversation. On dit, ça, on va en discuter. Et voilà. Mélanie, tu avais posé. C'était à peu près ça, en fait, de savoir où on pouvait faire des compromis, ou si Oui. c'était impossible, manifestement non. J'aurais donc une deuxième question, sans présupposer. Est-ce que c'est une méthode qui est encore utilisée de façon très vivace? Parce que je ne sais pas comment c'est en France, mais en tout cas ici, je vois difficilement comment on pourrait déployer quelque chose d'aussi gros avec le climat économique actuel. Alors, bon, aussi gros, du calme. Parce que, oui, non, mais attends bien, je viens de dire que c'était important, parce que, ceci dit, on peut très bien trouver une équipe de 4 sociologues, c'est pas... Oui, c'est pas non plus... c'est pas inatteignable. Donc, 4 sociologues, et puis ensuite, c'est une méthode qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, à part les retranscriptions qui coûtent, sauf si vous les faites vous-même, enfin, par la transcription, l'envoi, etc., ça coûte rien. Je veux dire, tiens, la différence entre un focus group et puis une méthode d'intervention sociologique, par définition, intervention sociologique, les gens viennent, ils ne sont pas payés. Ils ne sont même pas défrayés de leur frais de déplacement. Donc, on peut l'imaginer quand même. Il suffit que vous trouviez 3 autres personnes et puis que vous vous lanciez dans l'affaire. Ok. Benoît. On voit qu'il y a besoin de nombreuses réunions, on Oui. voit que les gens ne sont pas payés. Oui. J'imagine que pour des raisons de cohérence, il faut garder à peu près les mêmes groupes d'un bout à l'autre. Oui. d'intervention, Oui. Ça dure longtemps. Oui. Comment est-ce qu'on gère justement cette présence des personnes-là Et derrière, la véritable question, c'est Oui. comment on gère la désaffection dans un groupe Oui. dans le cadre d'une recherche. Excellente question. Oui, très bien. Eh bien, ça a été Le désengagement des témoins. Oui, alors, donc, ça a été la grande surprise, au moins, de ma pratique sociologique, dans la mesure où... non, mais oui. S'il y a on commence à 12, on termine à 9, quoi. Peut-être, même pas. Ou à 10. Par contre, alors, ils sont toujours là s'il se passe quelque chose. C'est-à-dire, si ce qui est dit, étudié, révélé, analysé dans le groupe fait écho à leur expérience et leur apporte quelque chose. Et une bonne intervention sociologique, c'est justement lorsqu'on cesse de parler de comment on utilise le truc, mais pour voir à quoi ça renvoie, au niveau social. Et les gens participent et ils créent du sens qui est rapporté à leur propre vie. C'est ça qui est intéressant. Alors, ceci dit, j'ai eu, et il faut que je vous en parle, j'ai eu des groupes qui se sont cassés la figure. Enfin, j'en ai 2 qui se sont cassés la figure. Et après, j'ai bien analysé la chose. Et en fait, ce sont des groupes, tout simplement, qui sont cassés la figure. Je le sais, c'est parce que ce qui était étudié ne renvoyait pas à une expérience sociale suffisamment prégnante et significative. Ça, je surligne ça. C'est vraiment... Et ça, c'est un... Alors, je pensais à Mélissa, entre autres. Tu sais, dans le fond, parce qu'elle va travailler sur des groupes comme en Bolivie, etc. Et donc, c'est vraiment important que les gens qui viennent dans ces groupes-là, ils viennent et ils ne viennent pas juste parler de leur petite affaire. Tu sais, ils viennent de parler de quelque chose de plus large. Qui signifie pour eux. Mais vous savez, les gens dans notre société sont hyper demandeurs de cela. Ils ne sont pas cons. Et quand ils voient qu'autour d'une table, on parle de choses intéressantes, ils y restent, tout simplement. Bon, mais ceci dit, j'avais un contrat pour étudier quelque chose qui va vous paraître comme ridicule maintenant, mais entre-temps, il y avait la CNIL qui était apparue,
Et Donc, France c'est la Commission nationale sur Informatique et Liberté qui interdisait à France Télécom, qui venait d'être créé, d'avoir des services de répondeurs, de présentation du numéro, c'est-à-dire, vous savez qui vous appelle avant de décrocher. Ça a l'air de rien, parce que ça existe partout maintenant, mais à l'époque, non. Et de répondeurs automatiques en ligne. Opposé à ça. Ouais. La CNIL s'était opposée au... Ouais. Ouais. Ok. Oui, en particulier parce que tu pouvais te mettre sur liste rouge, je ne sais pas comment on dit ici, liste rouge, mais à partir du moment où votre interlocuteur voit votre numéro, vous n'êtes plus sur liste rouge. C'est un truc... Bon. Et des répondeurs en ligne. Je me suis dit, ça c'est intéressant. Et alors, c'était une intervention qui arrivait après l'intervention des portables. Et j'avais cette problématique de la temporalité et déjà cette idée, sur laquelle je travaille beaucoup actuellement, nous sommes dans une société de l'immédiat, de l'urgence, de la simultanéité, de la pression temporelle. Et justement, les répondeurs permettent de rentrer dans du différé, de la mise à distance temporelle. Et donc, c'est à travers cette problématique que je m'étais dit, tiens, je prends le sujet parce que je vais voir ce qui se passe, là, je vais voir ce qu'ils vont dire. Et j'avais réussi à avoir des gens qui acceptent de témoigner là-dessus. Et c'était une expérience inédite en France, où il y avait des répondeurs en ligne, à l'époque. Et j'ai commencé ma première réunion, seconde réunion, il y avait 2 groupes en parallèle. Et au bout de la seconde réunion, on s'est réunis, les sociologues, et on a fait le constat qu'il ne se passe pas grand-chose. Il ne se passe pas grand-chose. Et déjà, à la fin de la seconde réunion, les gens commençaient à redire ce qu'ils avaient dit au début de la première réunion. Vous savez que c'est, comme pour les interviews, c'est un warning, stop. Et on a fait la 3e réunion, et à la fin de la 3e réunion, j'ai carrément dit... alors, c'était devenu un endroit où l'on causait de tout et de rien, ou de grands témoignages, etc. Mais il n'y avait pas cette montée vers de l'analyse en termes sociologiques. Et donc, on a arrêté là l'intervention sociologique. Donc, l'intervention sociologique n'est pas faite pour tout étudier, et au niveau de l'intervention sociologique appliquée à l'étude des usages, bien évidemment, ce n'est pas fait pour l'analyse de tous les usages. Disons qu'à la fin, ils commençaient à parler de leur répondeur automatique, un peu comme de leur four à micro-ondes, quoi. Ah oui, le bouton, etc. Que dalle, quoi. C'était nul. Donc, pour répondre à votre question, je ne sais plus qu'est-ce qu'il a posé, mais je crois que c'est vous, il y a des fois où ça ne marche pas. Et on le sait très vite, s'il n'y a pas quelque chose qui se passe au niveau de la montée en généralité. La montée en généralité. Ok. Quoi? Autre question? Oui, ok. Oui. Claudine attend depuis très longtemps. Je reprends votre formulation dans les focus group, le lien social, on s'en fiche. Et je la réutilise pour dire, mais est-ce que dans la méthode d'intervention sociologique, la matérialité, on s'en fiche complètement? Parce que depuis tantôt, vous dites, on s'en fout que l'utilisateur pèse sur tel bouton ou la façon qu'il utilise concrètement l'outil, mais pour être capable de dégager du sens, de parler d'expérience, de comprendre les logiques d'action, est-ce qu'on n'a pas aussi besoin de référer à la matérialité? Est-ce que l'intervention sociologique évacue complètement la question de matérialité? Non, elle n'évacue pas. Alors, pour 2 raisons. 1, au niveau du téléphone portable, vous savez, il faut faire un numéro, on met sur on et puis on parle. Donc, c'est pas... Il ne faut pas être polytechnicien non plus, d'accord? Sauf que maintenant, si vous avez un iPhone, effectivement, il y a des tas de trucs, machin. J'en parlerai peut-être, non, j'en parlerai pas. Mais disons qu'il y a des sacrés problèmes. Bon, je commence ce que vous dites. Alors, parallèlement, ça je ne l'ai pas dit, mais parallèlement à l'intervention sociologique, il y a des interviews individuelles, obligatoires. C'est-à-dire, on va voir les gens individuellement, en même temps. Et en plus de cela, au moins, c'était parce que j'ai filmé des utilisations, de façon un peu no méthodo, mais
Ça m'intéressait. Ça n'a pas débouché sur grand-chose, parce que dès qu'on s'enferme sur ces trucs-là, alors vous allez pouvoir me le renvoyer, mais j'estime qu'on oublie l'essentiel. Disons que ce genre de choses est important, par exemple, pour l'étude de ce pourquoi n'a pas marché l'intervention sociologique. Mais, alors, pour aller un peu plus loin, parce que je ne suis pas naïf, si vous prenez l'iPhone maintenant, par exemple, j'ouvre une parenthèse pour dire ce qu'on fait dans mon labo. Par exemple, on a une recherche qui va commencer. Vous savez qu'il y a des applications désormais où vous êtes géolocalisable avec votre iPhone et vous pointez un paysage ou un bâtiment et s'inscrit sur votre écran des informations afférentes à ce paysage. Donc on rentre dans un monde où ce à quoi nous assistons va être sous-titré de façon informative. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que ça produit. Bon. Alors, évidemment, ça renvoie ensuite à de la sociologie, on peut faire une intervention là-dessus, mais ce que vous me dites, c'est que, attention, monsieur, sur votre truc, encore faut-il savoir s'en servir, il y a des choses, etc. Donc, il peut y avoir un travail partiel, par exemple, de façon extrêmement connue sur les études d'usabilité, de différenciation des capacités d'études, d'usage selon les catégories socio-professionnelles. Il y avait dans la question de Claudine, il y avait aussi la question de la contrainte, en fait. La contrainte, en fait. Tu sais, c'est-à-dire que tu es limité par l'objet technique. Hein. Ah oui, non, mais ça, c'est une donnée de base. Ta liberté. Ah, mais c'est une donnée de base. Ah oui, mais là c'est une donnée de base. Je veux dire, si j'étudie cette application, si le type n'a pas un iPhone et ne sait pas s'en servir, c'est même pas la peine d'en parler. Alors, il y a des gens qui font ça. Ils vont étudier la façon dont les gens bricolent, font leur truc technique. Mais oui, et s'ils ne savent pas faire ça, je ne vais pas aller les interviewer. Mais au-delà du savoir faire ça, oui. Quand vous parlez de questions qui émergent comme la temporalité, donc qui est émergée des groupes, vous avez trouvé ça extrêmement intéressant, mais ça sous-entend qu'il y a une certaine façon d'utiliser, par exemple, l'agenda, qui est peut-être pas nécessairement la façon dont le fournisseur avait prévu. Ah oui, non, mais évidemment. Donc, toute la question, il y a des choses qui sont possibles de faire avec un agenda, il y a d'autres choses qui ne sont pas possibles de faire. Et, oui. Alors, bon, c'est tout un aspect de l'intervention. J'ai parlé de tout ce qui peut être, pour un sociologue, de plus... de monter en généralité. Mais on peut très bien passer un quart d'heure, mais moi, j'aime pas ça. C'est-à-dire, je coupe assez rapidement. On peut passer un quart d'heure à parler de cela, sur ce genre de problème autour de la table. Mais vous comprenez bien que si l'intervention sociologique commence à se focaliser sur ce type de problème, curieusement, alors je vais vous dire les choses très concrètement, curieusement, si on fait ça, enfin trop ça, les gens ne vont pas revenir. Ils ne vont pas revenir. C'est pas ça qui les intéresse. Parce que ce genre de truc, ils vont en discuter avec leurs copains, un truc, le bidule, le machin, un truc, etc. Et, mais enfin, c'est un peu du gâchis, quoi. Si je peux permettre de rebondir sur l'échange que vous avez eu, j'ai l'impression que ça traduit une différence dans les objectifs même de recherche. C'est-à-dire que, par exemple, là, avec Francis, on a affaire à des sociologues qui ont des préoccupations de recherche vraiment sociologiques et qui vont chercher, comme dire si je me trompe, mais qui vont chercher dans les situations d'usage des dispositifs techniques contemporains, finalement des révélateurs de problématiques plus fondamentales, d'ordre sociologique mais plus fondamentales. Et à la limite, des gens qui sont en sciences d'information et de communication vont peut-être chercher davantage, dans la question de la montée en généralité, les patterns d'usage
des technologies, des dispositifs, et essayer d'avoir justement, de comprendre des mécanismes d'appropriation qui soient transversaux à différents outils. Et j'ai l'impression que ce n'est pas ça justement qu'on cherche avec l'intervention sociologique. On cherche des problématiques qui sont transversales, mais sur le plan d'enjeux de société. Et à la limite, voilà, on va choisir à la limite le dispositif en fonction de ce qu'il peut nous apprendre sur cette problématique de fond qui informe la réflexion sociologique. Est-ce que je me... Non, non, pas du tout. Il y a de ça. Ce qu'il y a au niveau de la descente, on peut dire montée, descente, peu importe, mais il y a moyen d'allier les deux. Il y a moyen d'allier les deux, dans la mesure où, par exemple, sur la temporalité, il y a une logique d'action instrumentale, rationnelle, où on aimerait que tout le monde soit à la disposition de son appel 24 heures sur 24. Je veux dire, c'est l'idéal, hein, que lorsque vous appelez quelqu'un, vous avez envie qu'il réponde, tout simplement. Hein. Mais lorsque quelqu'un vous appelle, vous n'avez pas obligatoirement envie de répondre. Ou il y a des moments où vous avez envie d'être déconnecté, tout simplement. Vous. Donc se pose le problème, tout simplement, de la temporalité en tant que disponibilité pour être tout à ce que l'on fait sans être obligatoirement à l'écoute d'un potentiel appel. Bien. Alors, ceci se traduit, cette problématique très sociologique, se traduit par des dispositifs techniques ensuite. Mais les dispositifs techniques prennent tout leur sens rapportés à ces logiques. Par exemple, moi qui étudie la déconnexion, vous parliez d'inventibilité, de tactique, de ruse, etc. Mais alors, c'en est plein, mais très fine. Hein. Comment avoir toute l'information sans être constamment à l'écoute? Donc, il y a des dispositifs techniques que l'on étudie, mais on ne les étudie qu'après avoir eu cette réflexion de type sociologique. Et pas d'abord. On ne part pas des dispositifs techniques pour arriver à, mais plutôt l'inverse. Vous voyez? Voilà. Sylvie? Je me lance, je pose une question sans savoir la réponse immédiate. On a toujours des... Mais on est là pour ça. Mais il n'y aurait pas de sens aussi à chercher dans les mésusages ou les non-usages? Bien sûr. Parce que là, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on veut monter en généralité ou on veut trouver du sens, des logiques à partir des usagers. Mais donc là, on est en train d'exclure justement les... Alors, d'accord. Merci de poser la question, puisque je travaille là-dessus. Pour avoir beaucoup travaillé sur les usages, je me pose la question provocatrice de la déconnexion dans nos sociétés hyper connectées. Bien. Alors, il y a les non-usages, les refus d'usage, etc. Plutôt, alors de façon classique, c'est approché à travers une vision diffusionniste, à la Rogers, etc. C'est les retardés, c'est les technophobes, etc., etc. Bon, d'accord, il y a ça, ces non-usages, et on peut étudier les gens qui refusent le téléphone portable ou qui refusent Internet, et pourquoi. Bon, ça ne m'intéresse pas tellement, mais ça se fait. Il y a des gens qui travaillent là-dessus, on a écrit là-dessus. Ça va jusqu'aux Amish, hein, qui refusent le progrès. Bien. Mais je m'intéresse moins à cela qu'à ceux qui ont ces appareils et qui refusent une application de toute connectivité et qui introduisent des déconnexions partielles. Voilà. Parce que l'idéal, entre guillemets, d'une irradiation libérale, on peut bien les choses comme ça, de la communication, c'est que tout le monde soit en communication perpétuelle et simultanée avec tout le monde, potentiellement. Oui, c'est ça, l'idéal. L'idéal des réseaux, c'est ça. Et si ça pouvait être ici dans l'Occiput directement branché, ça serait encore mieux. Mais on y va. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit angle mort comme sociologue ou chercheur à
à chercher du sens, à généraliser, effectivement, à partir des usages, alors que les gens qui n'ont pas ces appareils-là peuvent produire aussi du sens. Oui, ça, bien entendu. Oui. Mais oui, non, mais il y a les Indiens d'Amazonie, tout ça. Mais alors moi, je vais être provocateur. On va le prendre mal. Hein. Il devient chaque jour de plus en plus impossible de se passer de ce genre d'outils. Et il y a des catégories entières de professions, etc., où c'est impossible. On peut pas être en dehors. Ou à moins d'être milliardaire. Je vais dire les choses comme ça. Ou être complètement déconnecté des réseaux sociaux qu'il y a dans la structuration de la... Donc, et Aurélie a travaillé en Aquitaine sur les vieux, etc. Où tu travailles sur, tu disais, des femmes qui refusent. Bien. Alors, tout ceci est intéressant, et c'est les non-usagers. Et il est intéressant de savoir quelles sont justement les logiques qui les amènent à refuser cela. OK ? Bien. Mais, je suis bien au courant de la littérature. Mais c'est pas ce que je fais. Hein. Ce que je fais, c'est de dire que on a tous plus ou moins des portables, des ordinateurs, tous ces trucs-là, et on a des façons différenciées de les utiliser, et apparaît le thème de pouvons-nous encore instaurer de la distance temporelle et physique, parce qu'on rentre dans un monde où on va être géolocalisé quasiment constamment. Comment peut-on disparaître ? 1. Comment peut-on être silencieux ? 2. Sans être marginalisé. Et 3. Politiquement, comment bientôt pourrons-nous ne pas être suspects de ne pas être branchés ? Ça, ce sont vraiment des grandes questions au niveau des outils de télécommunication dans nos sociétés contemporaines. Parce que prenez simplement la problématique de la sécurité et de la surveillance. Moi, si j'ai des problèmes cardiaques, je suis très content qu'il y ait un émetteur direct qui passe de là à mon portable, et de mon portable directement à un système expert. Et si j'ai un problème, je suis géolocalisable, et puis il y a des paramédics qui arrivent pour me sauver. Et moi, je suis content. Et je m'en fous d'être géolocalisable 24 heures sur 24 parce que c'est ma sécurité. D'un autre côté, on sait ce que je fais constamment. Alors, tant que vous êtes dans un pays démocratique, ça va, mais enfin, ceci est très relatif. Et le jour où, pour des raisons X, Y ou Z, terrorisme, danger, etc., on vous dira, il vaut mieux quand même que vous soyez tagué pour savoir où vous êtes. Et je dis, oui, c'est ma sécurité, j'ai rien à me reprocher, donc je le fais. Mais si tout le monde fait ça et que vous refusez pour des raisons X, Y ou Z, vous devenez suspect. Donc là, il y a un problème social évident qui se pose. Hein. Donc ce dont vous parlez, le mésusage, oui, le mésusage, voilà. Alors il y a les deux choses. Hein. Alors ce qu'il y a, c'est que quand même, d'après les recherches qu'on a à notre disposition, malgré tout, au moins en France, ceux qui ne se servent pas de ces outils, ce sont plutôt des vieux, plutôt des ruraux, plutôt des gens qui sont à part, qui ne sont pas dans un réseau très innervé. Je veux dire, si vous êtes universitaire, j'en connais, vraiment, très peu. Si vous êtes universitaire, si vous n'avez pas d'email, je ne sais pas comment vous faites, mais enfin, il s'est créé cet environnement social de communication simultanée. Et dans la recherche dont je suis en train de parler, il y a une équipe à Toulouse qui va travailler spécifiquement, ça va vous intéresser, sur la temporalité des emails chez les universitaires. C'est-à-dire jusqu'à il y a quelques années, la temporalité était de la journée. Vous envoyez un email, vous voulez le feedback dans la journée. Puis dans la demi-journée. Et maintenant, si vous n'avez pas le feedback dans la demi-journée, dans la demi-journée, ça commence à devenir suspect. C'est-à-dire, on vit dans un monde où on demande,
un modèle culturel se met en place parce que nous faisons tous le même type de démarche, d'injonction à l'ensemble de notre environnement. S'il vous plaît, restez connectés. Ah oui, Olivier, c'est ça. Oui, ben, je reviens un peu en arrière. En fait, vous avez parlé beaucoup on a parlé beaucoup de méthodologie, de la méthode. Je serais en fait curieux de savoir quelles étaient brièvement les conclusions de cette étude sur la première génération des téléphones portables. Parce que là, il y a des thématiques qui ont émergé, qui ont été confirmées dans les dernières séances. Quelles ont été ces conclusions? Alors, en 2 mots. En 2 mots. Donc, nous sommes arrivés à un schéma, je vous dis tout de suite la conclusion, schéma de type analytique où les téléphones portables servent à maintenir le réseau producteur d'identité de l'individu. Donc c'est en termes de lien avec ses interlocuteurs. Et là, par exemple, alors croisé avec d'autres données obtenues différemment, on sait que le téléphone portable, je ne sais plus les chiffres actuellement, mais à l'époque c'était énorme, c'était 80% des appels, en dehors des appels instrumentaux pour réserver un billet d'avion, etc., 80% des appels étaient destinés aux mêmes 5 interlocuteurs. C'était 4 et quelques. Donc, cette idée du téléphone portable est un outil universel qui permet d'avoir un grand réseau, etc. En fait, dans la réalité, il servait à maintenir un lien avec des êtres chers qui étaient, durant la journée, physiquement absents. Dans un monde où tout est de plus en plus éclaté, où on est toujours entre 5 ou 6 lieux, il y avait cette continuité affectuelle avec un certain nombre d'individus qui était très important. Mais vous pouvez observer la même chose, pas avec les portables, mais avec les réseaux sociaux, sur le fait de maintenir un groupe vivace, affectif. Bien. Ça, par exemple, au niveau d'une logique plus instrumentale, c'était la montée en puissance, mais alors de façon très forte, d'une vision instrumentale aux autres, aux lieux et aux situations. C'est-à-dire ces outils c'est des outils de l'efficacité. L'efficacité, gagner du temps, gagner des déplacements, faire des coups avec ses interlocuteurs, donc une logique libérale, entre guillemets, appliquée au relationnel. Et la troisième logique dont j'ai parlé, qui est apparue fortement dans l'intervention sociologique et qui, je pense, serait autrement très difficilement accessible, c'est la logique de la subjectivation. Parce que au fur et à mesure où on parlait des aspects instrumentaux, bénéfiques au niveau de la rentabilité de ces outils, ou au niveau de l'appartenance identitaire, il y a eu, de façon maladroite au départ, des gens qui disaient « mais ce n'est pas que ça, on n'est pas que ça, non, on n'est pas que cynique, par exemple, on n'est pas que cynique, ça sert à autre chose. » Ah oui, mais à quoi alors ? Une grande difficulté au départ à parler de ce genre de choses, qui est une logique de justement la subjectivation, c'est-à-dire de soi comme sujet en dehors des 2 premières logiques, et on a cherché à donner un contenu là-dessus, sur cette subjectivation, et disons que la conclusion globale de l'intervention, c'est le développement de ces 3 logiques. Alors ces 3 logiques, ensuite, on est descendu sur les pratiques pour savoir comment ça se vivait. Voilà. Je vais pour revenir sur un peu notre quasi-déception, à savoir qu'on ne peut pas faire un modèle réduit de la mais néanmoins, je vous dirais que pour faire des groupes de discussion, des groupes focus ou des groupes témoins, puisque les termes changent dans une perspective différente de celle du pur marketing, oui. Je pense que ce que vous nous avez dit
est quand même utilisable et intéressant, et je pense qu'il va pouvoir nous inspirer dans plusieurs aspects. Et je pense même à des questionnaires, des sondages, des choses du genre. On voit peut-être trop souvent sur la lorgnette du marketing, et peut-être pas assez souvent du côté des sciences sociales. Même quand on les fait en sciences sociales, je pense que là-dessus, votre intervention, en tout cas, j'irai voir de plus près les techniques et les manières de faire, mais je pense qu'il y a des éléments fort inspirants quand même en modèle des Bon, mais c'est un beau mot Je suis de la preneur, fin, hein, je suis voilà. preneur. Donc, merci beaucoup. Merci à Francis.